Ceci est la première émission de Littérairement Vôtre, présentée par l'association Federate, avec l'appui de la structure TV Wonder. Nous recevons aujourd'hui Anne de la Flotte-Médévy pour son dernier livre, publié chez Buchet-Chastel, Le Livre des Heures. Bonjour Anne. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir à Rennes à l'occasion de votre tournée de promotion au sujet du Livre des Heures. Mais ce qui est intéressant au départ, c'est de savoir comment il se fait que vous êtes devenue relieuse, parce que dans la 4e de couverture de tous vos livres, on explique que vous avez arrêté des études pour apprendre la reliure, et qui plus est à Prague. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, moi j'ai fait des études de relations internationales. J'ai déposé un sujet de thèse qui s'occupait des relations dans le cadre du GATT, volet agricole, entre les États-Unis et la communauté européenne à l'époque. Je suis arrivée à Prague sur les entrefaites pour y rejoindre. Je n'ai pas choisi Prague, j'ai choisi un amoureux. Ah, voilà. C'est l'amour qui m'a amenée. Alexandre qui avait l'ambition, qui l'a réalisé, d'ouvrir une librairie internationale à Prague. Donc je l'ai rejoint à Prague au début des années 90. J'ai abandonné cette thèse de doctorat parce que qui n'intéressait personne à Prague, il faut bien le dire. À l'époque. Mais c'est beaucoup de travail, cependant. Oui, j'ai mis des années à y renoncer, parce que c'était rompre avec ma vie d'avant. Donc ça ne s'est pas fait sans douleur. Et puis, quand j'ai réalisé un autre enfant venant, que je n'arriverais pas à la terminer, j'ai décidé d'abandonner. Et là, j'ai été libérée pour penser la suite. Bien sûr. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? J'aime les livres. Oui. Et donc les écrire éventuellement. Et travailler dans la librairie. Parce que l'idée était là déjà, mais évidemment écrire pour moi, explorer ce continent de l'écriture, mais moi je suis de la campagne, donc je suis une fille très terrienne aussi par ailleurs, et donc je me dis je veux un métier dans mes mains. Je vis à l'étranger, s'il y avait quelque chose à Alexandre, eh bien, je veux avoir un métier dans mes mains pour pouvoir réagir et être autonome, en lien avec les livres, la reliure. Et donc je connaissais un vieux relieur qu'on avait rencontré par ailleurs. Oui. Et je suis allée le trouver et je lui ai demandé s'il voulait bien m'apprendre le métier. Et il m'a dit, assieds-toi. Mais ça ne s'apprend pas en un mois, le métier de relieur. Ça a dû prendre du temps. On a cheminé ensemble de 98 à 2011, donc ça fait une petite trotte, une petite quinzaine d'années. Donc le premier livre, La relieuse du gué, c'était encore le temps de la formation, vers la fin de la formation. C'était vers la fin, parce que la vérité c'est qu'à partir du moment où ce premier roman, j'ai écrit pendant une petite dizaine d'années, 8 ans peut-être, sans espoir de publier, mais c'était vraiment, je m'y adonnais quotidiennement, c'était vraiment un exercice sérieux, suivi, oui. Et puis, avec La relieuse du gué, je me suis dit, je crois que j'ai écrit un roman. C'était un éblouissement, ça dire ça. C'est formidable. Et donc, je l'ai envoyé, je l'ai proposé à des maisons d'édition. Très bien. Donc, j'ai commencé à moins relier, en fait, à partir du moment où j'ai été estampillée, éditée. Vous étiez toujours dans... J'ai moins relié. Dans l'atelier de ce monsieur qui est votre maître. Ce monsieur est mort entre-temps et c'est Radka qui a pris la relève et qui, avec qui je travaillais. Oui. Vous n'avez pas pris vous-même la relève? Non. Et vous continuez à travailler comme Écoutez, relieuse? je viens dans l'année passée, je viens de relever mes vieux outils, parce que j'ai rapporté des outils de Prague, mais c'est des outils massifs des années 30, c'est des grosses machines en fond, des gros massicots. Rien que le massicot doit peser 200 kg, la doreuse en pèse 600, etc. Donc tout ça est resté couché sur des palettes pendant des années. J'imagine. Et j'ai décidé de les relever. Mais c'est un long processus, mais même si je relis que quelques livres par an, parce que j'écris. Mais il ne faut pas perdre la main. Je vais retrouver la main déjà, parce que ça fait une petite dizaine d'années du coup, depuis que j'ai quitté Prague, je n'y vis plus à temps complet que
que je ne relis plus. Et donc le plaisir, ça va être de redécouvrir finalement, de rentrer à nouveau dans les gestes du relieur et puis relier quelques livres par an pour mon plaisir, pour les amis et les proches. Et puis il y aura un outil de travail qui sera là debout et pour mes enfants ou les copains des enfants ou les petits-neveux, etc. Un jour peut-être il y aura un jeune qui va débarquer là, dans cet endroit, voir un outil en ordre de marche et qui va à qui ça va peut-être donner des idées. Et vous auriez envie de former quelqu'un? Non, j'ai pas cette prétention de pouvoir former quelqu'un. Mais initier peut-être. Initier pour... Initier, faire découvrir. Faire découvrir, oui, tout à fait. Recevoir des écoliers éventuellement. Je me sens pas assez aguerrie pour ça. D'abord, il faut que je rentre à nouveau dans encore une fois, humblement, rentrer à nouveau dans les gestes du relieur. Et quand j'ai relié 3-4 livres et que je serai à nouveau, je me sentirai apte, alors on verra la suite. Alors, depuis La Relieuse du Guet, qui est paru en 2008, si je me souviens bien, il y a eu plusieurs romans. Donc, La Relieuse du Guet, c'était vraiment, peut-être pas autobiographique, mais une manière de rendre hommage à ce métier que vous aviez acquis au bout de 10 ans de pratique, et donner lieu à Mathilde, qui est l'héroïne, de s'exprimer, de montrer ce que c'est qu'un atelier de reliure. Oui, c'était pas mon propos au départ. Au départ, je me disais, ça fait maintenant 7 ou 8 ans donc, que j'écris de façon très très régulière et que est-ce que je suis suffisamment aguerrie pour décrire des gestes techniques sans tomber dans la brochure? Oui. Oui, c'est pas super sexy. Au départ, mon propos était très plat et très basique. Et il se trouvait que j'avais perdu ma grand-mère. Et que c'était le premier grand deuil. Oui. Donc en fait, mémoire et gestes techniques. Et je me dis, quel geste technique est-ce que je maîtrise? Oui. La puériculture, j'étais dans les bébés jusqu'à plus soif. La cuisine, la musique, ça ce sera pour fugue. Et je dis évidemment la reliure. Voilà. Donc un univers. Je suis partie comme ça, en me disant bien, un atelier de reliure, c'est très calme. Hein. L'ambiance est plate. Il n'y a pas la queue, il n'y a pas une queue de fanatiques qui se bousculent au portillon. Donc comment je commence aussi. Un livre pas comme les autres, un client pas comme les autres, etc. Et c'est devenu aussi une enquête. Voilà. C'est un livre d'enquête. Oui, parce que c'est un livre sur la mémoire aussi. Voilà, et on retrouvera une enquête, non pas dans le deuxième, qui est dans un univers bien différent, mais dans le troisième, le portefeuille rouge. Oui. Mais avant d'y arriver, Fugue. Alors c'est une rupture, ce deuxième livre, c'est une rupture avec La Relieuse. On change d'univers, d'art. Alors le lien, c'est moi. Voilà, c'est l'autrice. Le lien, c'est moi parce que Prague, moi je faisais du piano avant d'arriver à Prague, en amateur. Mais j'ai commencé le chant lyrique à Prague. Oui. Donc la musique est très présente. Était très 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 présente dans ma vie à ce moment-là aussi. Et je voulais m'expliquer pourquoi à 40 ans, plus le temps passait, moi je pouvais me passer de musique. Qu'est-ce que c'était que ce langage? Les Néandertals sculptent des os en fond des flûtes. Oui. Et donc ce langage musical est une seconde nature, comme la parole. Donc j'avais envie d'explorer ça. D'où cette femme qui perd la voix et qui la retrouve. Qui a des enfants aussi et qui se trouve un matin libérée, entre guillemets, de devoir s'occuper à temps complet des enfants puisque la dernière va à l'école. Et à partir de là, il y aurait comme une sorte de vide et un besoin de retrouver qui on est vraiment. Et c'est un accident médical qui, au début du livre, va l'amener à découvrir qu'elle a une voix. Oui, alors on pourrait même dire que c'est sa fille. C'est sa fille. Sa fille aînée. Madeleine. Qui va provoquer les choses. Le choc. Voilà, parce que sa mère n'est pas vraiment consciente de ça. Non, non. Je crois que c'est le phoniatre qu'elle va rencontrer qui va la mettre sur la piste de cette découverte d'elle-même, en quelque sorte. Donc on a quitté le domaine de la reliure, mais on y revient dans le portefeuille rouge, avec la même héroïne, toujours dans c'est Mathilde, dans son quartier, et où elle a, au cours du premier livre, créé des amitiés, et elle s'est intégrée à ce quartier, vraiment. Oui, elle est étrangère à cette petite ville au départ. Elle n'est pas chez elle, et là, dans le deuxième livre, on sent qu'elle n'est plus vraiment étrangère. Et elle va être mise au défi par une collègue
relativement acariâtre, hein, redoutable, dangereuse. Et ce défi que le lecteur découvrira porte sur Shakespeare et un manuscrit de Shakespeare, mais surtout, là encore, c'est une enquête approfondie que Mathilde va mener pour identifier ce qui se passe, qui a motivé le secret. Oui. Puis il y a une histoire dans l'histoire. Hitchcock, vous savez, quand il montait ses scénarios, ses intrigues, il lançait ce qu'il appelait des MacGuffins, c'est-à-dire, en vérité, le sillon, mais il crée des petites rigoles sur le côté, des petits leurres. Où le spectateur, des fausses pistes, où le spectateur pouvait penser que l'histoire allait aller par là et puis non. En fait, Mathilde tombe sur un MacGuffin, c'est-à-dire la reliure impressionnante, la maîtresse reliure d'horreur, qui l'invite à venir coopérer avec elle. Elle est centrée sur ce premier folio de Shakespeare. Oui. Alors c'est déjà un trésor en soi, on est d'accord. Oui, j'imagine. Mais le vrai trésor est ailleurs, et qui est insignifiant, qui est un petit truc, un petit truc qui a l'air de ne pas payer de mine, mais elle va comprendre que c'est là que là il y a quelque chose de très 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 intéressant. Mais là encore, on découvre à nouveau, c'est ça qui est fascinant, une écriture très sensitive, très sensuelle, avec les odeurs des cuirs, le son des outils, les pages, le calme qui règne aussi dans ce domaine de la reliure, de la même manière que dans le 4e livre auquel je fais référence, parce qu'il y en a un autre qui est complètement à part. On va y revenir un petit peu. Dans le théâtre de Slavek, on a aussi un univers encore différent mais artistique. Le théâtre, l'opéra, qui recouvre un petit peu le chant lyrique, mais c'est un livre très très original parce qu'il a aussi une dimension historique extrêmement importante. Ça se passe à Prague. On sent que vous connaissez Prague parfaitement, et cette histoire de Prague fait écho à notre actualité, d'ailleurs. Oui, c'est pas mal de réviser nos connaissances sur l'histoire de l'Europe centrale. Voilà. On voit une faille tectonique, et on le voit, les invasions successives, cette difficile possibilité de parler la langue tchèque dans un opéra. L'influence des Italiens. C'était la langue du bas peuple. Hein. C'est cela. La langue dominante était la langue de l'aristocratie germanophone en place. Et on se retrouve aussi avec une autre forme artistique très présente à Prague, la sculpture, où vous faites référence à 2 sculpteurs extrêmement célèbres, Braun et Brokoff. Oui, Brokoff. Les sculptures sont pleines d'humour. Voilà. Toujours beaucoup d'humour. Et votre personnage principal ressent une vocation en regardant il a envie de rencontrer ces sculpteurs. Et puis il connaît Brokoff. Il le connaît même par son père. Oui. Et puis un accident de la vie va faire qu'il ne va pas pouvoir faire ce à quoi il aspirait enfant. Et ce comte Spork, je ne sais pas si je prononce bien, Spork, qui va le renverser parce qu'il est pressé dans son fiacre, le blesser au point qu'il va perdre l'usage de ses jambes, va se demander à cet enfant de lui pardonner en lui payant ses études, et va créer une relation à la fois de colère chez l'enfant parce qu'il a perdu l'usage de ses jambes, mais aussi d'admiration pour Spork. Oui, c'est une relation complexe, comme la relation qui lie la Bohème, qui est au carrefour du monde protestant, du monde catholique, du monde slave et du monde germanique. Ça, c'est l'histoire de la Bohème. Et cette histoire d'oppression, telle que l'ont vécu la grande majorité des Tchèques au cours de l'histoire, d'être oppressés par le fait germanique, par la puissance germanique, et ces colons se sentaient colonisés. Et le Tchèque était le paysan, le petit artisan. On parlait tchèque dans les demeures, mais la langue noble, la langue, méprisée, humiliée, comme tout peuple occupé et brimé. Donc c'est cette rencontre,
le carrosse du comte Spork percute le destin du petit Tchèque. Mais alors, si je m'étais arrêtée là, ça aurait été un petit peu simple. Hein, et la vie n'est pas simple, non. Donc, l'essentiel n'est pas là. C'est symptomatique d'une histoire et d'une violence qui est tout à fait réelle et qui est à la base du livre, qui est au cœur du réacteur de l'histoire tchèque tout de même. Oui. Mais si l'histoire s'était arrêtée là, c'est pas très intéressant. Le méchant allemand, le gentil tchèque, c'est pas ça. Hein. Donc en fait, il y a une interdépendance qui va se faire et Spork va jamais demander pardon. Non. Mais il va venir visiter la famille lorsqu'on comprend que Slavek va vivre. Oui. Et Slavek saura qu'il peut compter sur lui à des moments cruciaux de sa vie. Et ne lui demandera jamais de lui demander pardon non plus. Non, il ne le demandera pas. Il y aura de l'admiration de part et d'autre. Un respect, en tout cas une affection. Une affection aussi qui s'installe au fil des ans. Oui. Et plus qu'un respect. On découvre un art différent. Il est éclairagiste, on le dirait même cela maintenant. Oui. On dirait qu'il est éclairagiste. C'est-à-dire que Spork est le premier qui... Ça c'était historique. Le comte Spork est un personnage historique. Il est le premier qui, à Prague, a fixé une scène de théâtre. Oui. Pour l'opéra. Alors, une scène de d'abord, c'était théâtre, et puis théâtre opératique. Mais on ne faisait pas forcément la différence. Comme on fait à notre époque. Oui. Et donc, Spork va fixer une scène de théâtre à Prague. Et Slavek, à un moment, ne sachant pas quoi faire de sa vie, parce qu'il a une période un peu plus calme et heureuse, et puis on retombe dans la tragédie. Et il trouve quand même un peu fort d'aller chercher une idée de comment vivre à celui qui a failli le rayer de la carte. Oui. Mais il le fait. Il a ce courage. Oui. Il a ce courage. Tout à fait. Il y va. Et Spork va lui proposer d'être éclairagiste dans son théâtre. Et grâce à cela, on va vivre des moments très intenses dans la vie de Slavek, dans la vie de la ville de Prague. On va être à la fois dans l'histoire, la grande avec un grand H, et la petite, celle de Slavek, qui se rejoignent, qui se tricotent pendant toute l'histoire, avec les aléas de la bohème, justement. Oui, pour moi, il s'agissait de domestiquer cette histoire tchèque, dont mes enfants sont nés là-bas. Ce pays fait partie de moi. C'est là où j'ai passé les 20 premières années de ma vie d'adulte. Oui, donc c'est important. Et l'ayant quitté, nous n'y vivons plus de façon centrale, comme ma résidence principale. J'ai éprouvé le besoin de la retenir d'une certaine manière et de l'intégrer, de l'incorporer. On s'y promène dans le livre. Donc c'était quand même le but, c'était de visiter cette histoire de la Bohème et au-delà de l'Europe centrale et de la faire connaître. Donc c'est une forme d'hommage aussi pour ce pays dans lequel mes enfants sont. Un bel hommage. Alors avant d'aborder le dernier livre, qui est quand même celui qui va nous occuper un petit peu plus longtemps, il y a quand même un autre ouvrage qui était en fait le troisième, c'est Sanderling. Oui. Sanderling, et il n'y a pas l'art dans Sanderling comme on peut le trouver dans la reliure, dans le chant, dans le théâtre, dans la sculpture. Il y a le monde paysan. Le monde paysan, c'est une histoire qui se déroule de manière contemporaine. Elle n'est pas datée exactement dans le roman, mais elle est corrélée par un phénomène qu'on a tous connu, ce maudit volcan islandais qui nous a mis un nuage qui nous a empêchés de circuler en avion et qui a fait frémir bien des compagnies aériennes et gêné l'économie. Mais ça ne démarre pas du tout comme ça. C'est un jeune paysan qui va accepter de faire un voyage organisé parce qu'il a une période très douloureuse de sa vie. Il va partir au Groenland. Oui, il aurait pu ne pas partir d'ailleurs. Il y va juste pour qu'on arrête de lui demander. Il reste une place chez les paysans, il ne faut pas gâcher. Il ne faut pas gâcher. Et donc il y va, mais plutôt de guerre lasse, en disant d'accord, j'y vais. Bon, laissez-moi tranquille, je vais y aller. Et il va en revenir, mais complètement transformé. Oui, il va tomber à genoux devant le nid d'un petit sanderling qui est un oiseau migrateur. Donc c'est une belle rencontre pour un paysan. Oui, c'est une très belle rencontre et puis ça fait découvrir au lecteur un oiseau qu'on est très peu à connaître. Moi, j'ai découvert en lisant. C'est le bécassou sanderling. C'est ce petit oiseau, il a des pattes comme des petites pailles, comme de brins de paille, il court comme ça sur la grève.
sur la plage, dans le ressac. Voilà. Dans le ressac des vagues, et il court comme ça. Mais il va nidifier en été au Groenland. Et il migre, c'est le migrateur, je crois, le plus efficace. Je crois qu'il fait 20 000 km. Ah oui. Et donc, il nidifie au Groenland et il migre jusqu'en Afrique. Mais on le voit à Quiberon. Il fait une halte à Quiberon. Et les oiseaux les plus faibles, les oiseaux les plus faibles restent à Quiberon. Mais les jeunes aventureux, ils volent jusqu'en Afrique. Alors, donc rapport qualité, pas qualité-prix, je ne sais pas comment dire, mais le rapport entre l'efficience de ce petit migrateur est extraordinaire. C'est impressionnant. Oui. Mais ça va bouleverser Landry. Oui. Qui est le personnage principal, qui va revenir dans sa Normandie d'origine, dans sa ferme, et où il va reprendre le fil de sa vie autrement. Et ce fameux volcan islandais qui nous guette, eh bien, il était là. Il l'a bien vu de l'avion, que le cratère était rougeoyant de lave. Et peu de temps après son retour, on va découvrir la vie dans ce petit village, les rapports parce que il va être blessé, Landry, de retour de son périple, et il va se réapproprier sa ferme, mais il va retrouver sa famille, les villageois, le milieu rural, ce qui nous permet de découvrir tout un environnement que dans bien des familles on connaît, et que ce soit le café d'Alice, que ce soit le vieux gars qui vient au café régulièrement, l'ambiance au café où tout le monde a son mot politique à dire, et le fameux cousin Merlin qui a décidé, lui, juste là, au retour, de passer en bio. Et là, c'est la révolution. Et pour contrarier Merlin, parce qu'il fallait bien quelque chose pour contrarier cette décision, le volcan islandais va exploser. Un nuage de cendres abominable va se répandre sur l'hémisphère nord, dans son entièreté, quasiment. Et ça va entraîner une catastrophe climatique qui va remettre en cause les rapports humains, la vie, l'agriculture. Et ça, c'est une découverte impressionnante et extrêmement actuelle. Et ce roman n'est pas récent. Non, il a été publié en 2013. Voilà, donc ça fait 9 ans. Et là, on voit avec le GIEC qui vient de publier récemment un rapport qu'on a intérêt à lire ce livre très vite pour prendre la mesure des choses. Et les personnages sont savoureux. Oui. Il y a une galerie de personnages secondaires. Oui. Je me suis fait plaisir. Je crois. Ça se sent. Oui. Ça se sent. On sent une connaissance aussi de ce milieu. Du langage, oui, de la langue. De la langue. De la province. De la langue de la province et même de l'agriculture. Ça n'est pas... C'est vraiment tout à fait perceptible quand on lit le livre. Et d'ailleurs, avant d'aborder le livre des heures, peut-être dire aussi que dans chacun de vos textes, il y a une adaptation du langage qu'on va retrouver dans le livre des heures. Parce que dans le théâtre de Slavek, la langue du 18e est présente. Oui, alors là, j'ai lu les mémoires de Casanova. Ah. Et j'ai lu les mémoires extraordinaires d'un vitrier du XVIIIe siècle. C'est un ouvrage qui a été publié chez Talandier. C'est un manuscrit qui a été retrouvé assez récemment, qui a fait l'objet d'une publication chez Taillandier. Et c'est le journal de ce vitrier qui s'appelle Jacques Ménestra, je crois. D'accord. Et c'est extraordinaire. C'est un type donc parisien, du cœur de Paris. Oui. Et donc dans la hiérarchie des corporations, le vitrier est peut-être assez bas, n'est-ce pas? Mais il a étudié 2-3 ans le temps d'apprendre à lire, écrire, compter chez les jésuites à Saint-Eustache. Ah oui, quand même. Mais c'est tout. C'est vraiment basique. D'une intelligence, cet homme extraordinaire. D'une compréhension de son époque, c'est fascinant. Et une langue beaucoup plus simple que celle de Casanova. Sachant que Slavek va recevoir une éducation... alors on se dira, quel est l'intérêt? C'est pas les jésuites d'ailleurs. Il est tchèque. Oui, mais moi j'écris en français. Voilà. Donc il fallait que je trouve un ton en français, une langue quand même du XVIIIe siècle, sachant de toute façon que la culture française rayonnait à cette époque et que le ton était assez le même, assez fleuri. D'ailleurs, j'ai lu des lettres de Spork. Il s'exprime dans cette langue du XVIIIe
très fleuri, recherché, etc. Mais donc Slavek, entre Casanova, parce que Casanova a écrit ses mémoires en français, entre la sophistication du langage de Casanova et les mémoires de ce vitrier, il m'a semblé un moment... ça doit être ça, comme ça. Voilà, comment j'ai avancé. C'est fascinant parce que rien que par le truchement de l'écriture, on est plongé dans ce siècle, dans ce 18e... et quand on lit Sanderling, par la langue aussi, on est plongé dans ce milieu. C'est pas le même monde. C'est pas du tout le même monde, mais la langue s'adapte. Et cette écriture que vous nous donnez dans chacun de ces romans facilite aussi l'imprégnation qu'on a. On est tout de suite in situ. Et pour passer au livre des heures, eh bien, il y a aussi régulièrement des expressions empruntées à la langue à l'ancien français, j'imagine, puisque... Ça m'a donné du travail. J'imagine. Je suis allée dans des vieux dictionnaires, mais qui sont disponibles en ligne. Et dans ces dictionnaires du français du Moyen-Âge, vous avez tout un tas d'exemples de l'usage du terme. Oui. Dans la diversité, dans la nuance de son usage. Et donc j'ai essayé de m'imprégner de ça, de retrouver l'orthographe fin 15e, de tel terme, etc. Donc ça m'a donné un petit peu de travail. Oui, parce que je me souviens, moi, quand j'ai fait mes études en seconde, on étudiait l'ancien français du 16e avec Du Bellay, avec tous ces auteurs. Et on nous demandait de traduire de l'ancien français en français contemporain. Et là, je repère, par exemple, pour Treillet et figurer moult histoires au YRES. Vous avez aussi, et cela, les couvre-chefs. Et les trucs, j'étais étonnée, le terme truc existait déjà. Oui, alors ça m'a... Je voulais vous demander, il existait. C'est quoi les déjà. trucs Alors je ne sais plus dans quel contexte je l'utilise, mais j'étais étonnée de le... Je ne sais plus dans quel contexte. Parce que là, experte et apprise à faire vigneteur, d'enlumineur en livre. Oui, mais ça c'est une phrase de Christine de Pisan. J'aurais pu... On va en reparler, Christine de Pisan. Mais c'est intéressant parce que, là encore... Alors tout le livre n'est pas dans ce ton. Non, mais non, tout à fait, ça c'est bien. Mais la couleur de la langue... La couleur. Oui, la couleur de la langue y est. Voilà, le maître mot du livre des heures, la couleur. La couleur, c'est... Alors, on va dire que c'est l'histoire de Marguerite, petite fille, qui habite sur le pont Notre-Dame, qui est un pont dont j'ai découvert grâce à vous qu'il était habité, qu'il était construit. Je l'ai découvert aussi, figurez-vous, à cette occasion. Avec de hautes maisons où il y avait d'abord l'atelier selon la corporation, mais ce pont Notre-Dame, c'était vraiment les livres et les enlumineurs et c'était... Oui, alors le pont qu'on voit là, pardon Hélène, le pont qu'on voit là, c'est celui qui a été construit, je crois, après celui de 1400... Enfin, 2475. On dit la fin là, mais le pont sur lequel a vécu on va pas Marguerite parler de la fin du livre là encore, mais voilà. Plus. Le pont de Marguerite n'existe plus. D'ailleurs, ils étaient réputés dangereux parce que la Seine était un fleuve capricieux, impétueux, et il y avait des inondations, des glissements de terrain, des choses qui... Donc Marguerite habite là avec... elle a un frère jumeau qui a la maladie de Saint-Jean. Voilà, il est épileptique en fait. Oui. Et ça, c'est le fondement du drame de la mère de Marguerite. Voilà. Parce que la condition féminine à l'époque, ça n'est quand même pas d'exister par soi-même, c'est de se marier jeune, 15-16 ans, et d'avoir des enfants. Alors 15-16 ans, on se mariait très jeune dans les milieux aristocratiques, où il y avait de l'héritage. Alors Marguerite et la famille a du bien, hein, c'est de la belle bourgeoisie déjà. C'est de la bourgeoisie, oui. Donc il y a un enjeu. Donc il y a un enjeu financier important. Mais on ne se mariait pas si jeune. C'est vraiment la volonté de la mère. Elle pousse au mariage assez tôt. Oui. Parce qu'elle a beaucoup de colère et beaucoup de frustration. Elle est très en colère parce que il aurait mieux valu que ce soit le fils qui soit le digne successeur de son père et du grand-père, parce que le père et le grand-père de Marguerite sont enlumineurs de réputation, de grande réputation. Ils ont une clientèle choisie, aristocratique,
Même on dit que le grand-père a œuvré pour le roi. A fait le portrait du roi. Voilà, donc c'est... Et là, c'est le fils Jaco, qui est malade. Et Marguerite, on découvre dès le début du roman qu'elle a un vrai talent, qu'elle est passionnée par la couleur. Par la fabrication de la couleur. Elle est fascinée par la fabrication de la couleur. Elle est toujours à l'étage des broyeurs. Elle monte dès qu'elle peut s'échapper au diktat de sa mère, qui voudrait qu'elle sache filer la laine et être une gentille fille qui va tenir son ménage plus tard. Bien sûr. Elle monte à l'étage des broyeurs, qui sont juste avant l'étage où on dort, d'ailleurs, si j'ai bien compris. Et elle regarde fascinée ces pierres, ces matières qu'on broie, qui donnent de la couleur. Dont on fait des pigments. Dont on fait les pigments. Et ça... Il y a une phrase qui est très importante, c'est Marguerite, à un moment, a envie, elle ne sait pas comment, de raconter le monde. Et elle dit qu'il n'y a que la couleur qui va lui permettre. Mais elle trouve que même, Dieu sait qu'elle admire son grand-père. C'est l'époque aussi où Hieronymus Bosch peint. Et on voit ces scènes de Hieronymus Bosch très fouillées avec plein de petits personnages, une scène large. Le paradis, tout ça. Ouais. Oui, mais elle trouve que l'expression de la peinture même, la couleur même, l'aplat de couleurs unis même, dit plus du monde dans l'instant, oui. de la réalité du monde dans l'instant, qu'une scène avec des tas de petits détails qui de toute façon reste une petite fenêtre sur le monde. Et que même le paysage Paris peint depuis le haut de la tour, des tours Notre-Dame n'embrasserait pas le monde assez largement pour dire ce qu'il est et dire ce que c'est que la vie des hommes sur cette terre. Et elle, dans l'expression pure de la couleur, dans l'expression même de la couleur, de cette lumière, elle ne le sait pas. Ce n'est pas une scientifique, Marguerite. Et donc, dans cette réalité organique de la couleur, elle y voit l'expression de la vie même. Et oui, le monde, la vie, en fait. La vie, c'est la couleur. Oui, oui. Et d'ailleurs, dans votre écriture, vous personnifiez les couleurs. Vous parlez d'un rouge hurlant. Et ça montre bien que c'est l'expression de la vie. Pour dire l'obsession de Marguerite ce qu'elle recherche, c'est très organique ce qu'elle recherche. On ne parle pas de symbole de la couleur, on en parle éventuellement, mais accessoirement, je dirais. Oui, oui. Ce qu'elle recherche, c'est de travailler le rouge jusqu'à se sentir encapsulé dans un coquelicot. Oui. C'est ça qu'elle recherche. Vivre dans cette couleur. Oui. Et trouver cette couleur dans le monde et le rendre par l'aplat. Et puis l'autre chose qui est caractéristique de Marguerite, c'est sa détermination une fois qu'elle aura fait sa place au sein de l'atelier familial, parce qu'elle va l'obtenir. Le grand-père dira que d'avoir une petite fille, une fille qui regimbe dans une maison, c'est un peu comme avoir des puces dans sa chausse. C'est vraiment pas... Non, c'est pas sympa, mais... C'est pas confortable. Mais l'évidence du talent de Marguerite va s'imposer à lui. Et à ce moment-là, il va l'apprendre comme apprenti. Eh bien, je crois que pour trouver cette évidence du talent, c'est cet extrait, si vous voulez bien, ça fait jusque... Voilà. D'accord. Mais c'est vraiment là qu'il explose, ce talent. Marguerite ne grandira pas dans l'intimité des femmes. De femme, elle ne connaîtra longtemps que sa mère. Il se trouve qu'elle n'a pas de petite voisine de son âge, en tout cas pas de son tempérament. C'est pourtant le portrait d'une fille qui aide chez eux à la cuisine que Marguerite, à l'âge de 12 ans, présente à son grand-père. L'aïeul l'avait autorisée à utiliser des vieux fonds de couleur quelques jours plus tôt. Il observe longtemps le portrait coloré que lui a remis Marguerite, puis lui demande de le suivre à l'atelier. Il veut qu'elle dessine sur le champ la vue qu'elle a depuis la fenêtre qui donne sur la dernière maison du pont Notre-Dame, de l'autre côté de la rue, là où le ciel s'ouvre. Elle dessine ce qu'elle voit. Son grand-père est debout derrière elle. Les nuages cachent, dévoilent le soleil. L'aïeul rit, mais Marguerite ne se laisse pas distraire, ni par lui, ni par le soleil. La lumière est capricieuse, son dessin le dira. Son grand-père lui fait apporter quelques fonds de couleur, des pinceaux. Va. Marguerite a terminé son dessin. Le maître enlumineur saisit le papier. Le père de Marguerite, intrigué, les rejoint. L'aïeul, devant son fils et tous les peintres de l'atelier, apprenti, maître, brandit l'esquisse du bout du pont, vante ce que la petite jeune fille a accompli avec ses quelques restes de couleur, dilués ou soutenus comme il faut.
vante la hardiesse du dessin, qui est une qualité déroutante chez une femme, non pas de bien dessiner, mais la hardiesse. Il déclare à son fils que leur atelier vivra, qu'il se voit comme un homme dans le désert qui a eu grand soif et qui enfin boit. Alors c'est peut-être une puce dans les choses de son grand-père. Il en est consolé là. Là, il est consolé. Il a trouvé le génie de Marguerite, parce qu'on dit bien que c'est le grand-père qui était génial. Le père, un très bon artisan, un très bon enlumineur, qui d'ailleurs va évoluer vers l'imprimerie. Tout à fait. Et qui va essayer d'ouvrir une imprimerie. Ce roman raconte aussi les prémices de la Renaissance. Le début de l'imprimerie. Je crois que le premier écrit imprimé en France l'est en 1487. Voilà. Donc on est quelques années plus tard. Voilà. Et on sent que la Renaissance, c'est après, au XVIe siècle, mais elle est en gestation. Oui. Il y a déjà des sauts vers la Renaissance. Et là, le père est à la pointe du progrès en voulant ouvrir son imprimerie. D'ailleurs, il va prendre son essor, le père, à cette occasion. Et ça va fâcher Marguerite avec le premier livre qu'il va imprimer. Oui. Ça ne va pas lui plaire. Oui, qui est cette satire qui avait été faite du mariage, et notamment de la femme du mariage, où la femme est forcément une mégère et les maris des ânes. Et elle trouve que c'est quand même un peu fort à la veille du sien, de ce mariage quand même forcé qu'elle va... On va y venir à ce mariage. Qu'elle va devoir accepter. Oui. Elle trouve ça quand même un peu fort que le premier, premier ouvrage, les 15 malheurs du mariage, ou les 15 joies du mariage. Je n'ai plus le titre en tête, mais c'est véridique. Hein, mais c'est ça, c'est véridique. Cet ouvrage, qui avait été publié bien avant, des années auparavant. Mais comme il y a l'imprimerie, qu'il ouvre l'imprimerie, il se dit, ah là, on dirait à notre époque, il va faire un coup d'éclat. Il est sûr de le vendre. Mais c'est que lui-même n'a pas, été très heureux en mariage, comme on le saura. Ben voilà, on va le redécouvrir. Il a parce que sa femme veut absolument imposer à Marguerite de se marier. Et alors, il faut trouver un prétendant. Et on voit la force de caractère de Marguerite. Elle, sa vie, c'est l'enluminure. C'est absolument pas avoir une vie de femme comme les autres. Non, mais en même temps, elle sait qu'elle va y passer. Parce que ce qui compte pour elle, c'est la survie. Oui. C'est pas très élégant. Non, mais c'est ça. C'est la survie de l'atelier. Tout à fait. Et je trouve que c'est très représentatif de Marguerite. Elle pousse la liberté. Elle pousse sa liberté jusqu'où elle peut dans le monde tel qu'il est. Ce qui est une qualité assez féminine, je trouve ça. C'est pas une utopiste. Elle est très réaliste en vérité. Mais elle est extrêmement exigeante. Et donc elle pousse l'avantage jusqu'où elle peut, avec la morale qui est la sienne et ses exigences. Et puis il y a le compromis nécessaire. Voilà. Et pour elle, elle sait qu'il n'y aura cet atelier auquel elle tient plus que tout. Pour être transmis, il faut qu'il en passe par une lignée d'hommes. Il faut qu'elle s'inscrive dans une lignée d'hommes. Et donc, dont acte, elle va le faire. Ce d'autant que de toute façon, elle est passionnée par ce qu'elle fait. Donc, tant qu'on lui préserve. Oui, pourvu qu'on la laisse travailler tranquille. Qu'on la laisse travailler. Alors, on en arrive au livre d'heures. Elle a découvert ce que c'était parce que son père et son grand-père ont des clients pour fabriquer les livres d'heures. Le grand-père a découvert le grand talent de Marguerite. Elle a encore besoin d'apprendre, mais il sait qu'il ne l'enseignera pas en vain. Et ils vont lui donner des chutes de papier et elle va se fabriquer son propre livre d'heures. Alors, livre d'heures, au départ, c'est livre d'heures canonial. Alors, il y a Ellipse, donc c'est un livre de prières. Un livre de prières récité ou chanté, qui était au départ pour les clercs, mais que les civils, dès le XIIe siècle, vont s'approprier. Et ce livre d'heures, de siècle en siècle, va s'enrichir de couleurs, s'orner et devenir un attribut de luxe. Un attribut de luxe, une œuvre d'art. On va pouvoir voir un exemple de livre d'heures illustré comme celui-ci, là, que l'on voit apparaître, et puis aussi des enluminures, c'est-à-dire le texte écrit et la première lettrine, si ma mémoire est bonne, qui est dessinée, paysagée, la première lettrine, initiale. Voilà, qui est peinte, qui fait l'effet de tout. Alors là, ce qu'on voit, ce n'est pas seulement une lettrine, c'est une lettre historiée. Là où on voit sur fond d'or avec le lierre, là,
Ça, c'est une lettre historiée, c'est-à-dire le corps de la lettre, du L ici, en l'occurrence, fait l'objet de tout un tableau. Oui. Et là, Marguerite, elle excelle dans ce travail. Elle est à sa place. Comme son grand-père, elle est à sa place. Oui. Elle va donc accepter le mariage. Et si vous avez encore envie, je voudrais bien que vous nous donniez à entendre la discussion avec sa mère qui est obsédée à l'idée de marier sa fille. Donc Marguerite va demander à écrire son propre livre d'heures, qui est en fait pour elle un moyen, dans cette maison du Moyen-Âge où l'on travaille, où l'on vit, qui est très très peuplée, d'avoir des moments de solitude pendant les heures chômées. Et donc elle se lance dans la réalisation de son propre livre d'heures. Et elle joue avec ses aplats de couleurs, ce qui est très osé. Elle joue avec l'abstraction de la couleur, elle pose des aplats. C'est impressionnant parce que ce qu'on vient de voir était justement très illustré. Et là, non, c'est un aplat de couleurs. Aplat de couleur ocre. L'effet donne celui d'avoir devant soi une brique. La couleur est lourde, la surface comme poreuse. Mère, je sais tout cela, j'entends vos raisons. Mais tu ne t'y rends pas. Je viendrai à bout de tes ruses, les tiennes et celles de ton grand-père. Et sinon, ce sera le couvent. Là, au moins, tu pourras peindre tout ton sou sans manquer à personne. En attendant, fais ta sérieuse. Tu ne me trompes pas derrière tes petits airs distants et hautains. Tu joues la vertueuse, mais tout ça n'est qu'une manière de rebuter les prétendants. Tu ne paies rien pour attendre, va. Tu trouveras ton maître. Le père de Marguerite roule des yeux et quitte la pièce en haussant les épaules. La mère demande à Marguerite de choisir entre 3 prétendants. Elle les connaît tous. Il y a un enlumineur, veuf, un fils de libraire, jeune mais idiot, et un parcheminier auquel elle veut bien penser. Dans son livre d'heures, selon Entre 2 ave, la jeune femme écrit, selon la brillance, la saturation souhaitée, qui, sic, choisir, le blanc ou le jaune d'œuf, l'un ou l'autre ou les deux, la gomme du cerisier ou la colle du bois de cerf. Voilà les questions qui comptent, écrit Marguerite, qui a bien conscience d'être un peu excentrique, de se sentir sur le bord du monde. Pas tant en vérité à l'écart du monde qu'elle embrasse par son art, qu'à l'écart des règles qui régissent les relations des gens entre eux. Marguerite voudrait qu'il en soit de ces règles qui s'imposent à la société, comme de celles qui prévalent à l'apothicairerie et à l'atelier des peintres, où on n'exclut pas de chercher longtemps la bonne mesure, où on ne dit jamais du temps qu'on y a passé qu'il est perdu, où on ne blâme pas d'autre que soi pour ne pas avoir atteint son but. Ainsi de cette recette de Jehan le Bègue qu'elle consigne, dont elle dit qu'elle lui aura coûté bien de la peine avant qu'elle ne la fasse à sa main. Laissez ici bouillir lentement et doucement le temps de dire le miserere mei Deus une fois. On est vraiment dans la tranquillité là de Marguerite qui a accédé à la demande de sa mère, qui veut dire oui, je vais me marier, mais là, ce qui importe pour moi, c'est qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je prends telle couleur, telle autre? Son univers est là. Et on verra, au fur et à mesure que le livre avance, qu'elle va se marier, que son mari a 10 ans de plus qu'elle, mais il est libraire. En fait, ce sera aucun de ces 3 prétendants, ce sera un autre, mais qu'ils vont avoir un mariage de raison harmonieux. Il deviendra un ami. Il deviendra un vrai ami. Elle restera néanmoins ventre sec, comme elle le dit. Et puis, cet ami qui respecte le travail de Marguerite et elle respecte le sien, va mourir. Et Marguerite va se retrouver veuve. Et, dit-elle, c'est une condition qui n'est pas désagréable à cette époque. Non, c'est même en termes de droit. En termes de droit et d'indépendance de la femme, la plus confortable. C'est là qu'elle nous fait allusion. En tout cas, pour une femme qui a du bien. Pour une femme qui a du bien. Hein. C'est le cas de Christine de Pisan, qui a été la première femme de lettres française connue et qui s'est retrouvée veuve avec ses enfants, mais qui avait du bien et qui a pu mener sa vie d'écrivain. Alors elle a beaucoup bataillé, Christine de Pisan, parce qu'au niveau financier, c'était pas facile. Mais elle a réussi quand même. Oui, elle n'a peut-être pas gardé le niveau de vie qu'elle avait avant, mais elle a réussi. Elle s'est imposée. Elle s'est imposée, et c'est l'idole de Marguerite, Christine de Pisan. Alors elle dit que Christine de Pisan
Elle a perdu un amour, elle a perdu un ami, ce qui est déjà assez lourd à supporter. Oui, oui. Oui. Mais oui, c'est une femme indépendante, une femme professionnelle, inscrite. Elle admire beaucoup, oui. Et elle lui écrit des pensées dans son livre d'heures, parce qu'il n'y a pas que les prières dans le livre d'heures que Marguerite... il y a les recettes de ses pigments qu'elle note, ses découvertes par rapport à ses enluminures, et puis aussi ses réflexions, justement, par rapport au mariage, mais pas celles qu'on attendrait, d'ailleurs. Le lecteur verra que c'est pas la quotidienneté du mariage qui préoccupe le plus. Il y a un personnage dont je n'ai pas encore parlé qui est fondamental dans la vie de Marguerite, c'est son parrain. Ah oui. Elle traverse le pont Notre-Dame où elle habite, traverse l'île de la Cité, prend le petit pont et arrive sur... si ma mémoire est bonne, sur le petit pont même, voilà, il y a où elle découvre l'apothicairerie. Alors, c'est pas la pharmacie de maintenant, l'apothicairerie. Il y a les potions, il y a les plantes, mais il y a aussi ce qui va permettre de faire les pigments. Oui, oui, bien sûr. Et c'est comme ça que Marguerite a commencé sa carrière d'enlumineuse, par le bas de l'échelle, aller chercher. Elle est le petit commis qui va chercher les fragments du monde, animal, végétal, met ça dans sa besace. Elle retraverse l'île de la Cité, qui est le cœur du monde, l'île de la Cité, le cœur de Paris. Elle rejoint le pont Notre-Dame et l'atelier d'enluminure, et là, elle recompose le monde en couleurs. C'est ça, cette balance qu'elle... Elle est à son affaire. Voilà. C'est ce qui lui convient. Et puis, il y a une rencontre qui va la faire... Voilà. L'apothicairerie est un lieu béni pour Marguerite, son parrain, et la repose un peu par les connaissances qu'il lui apprend. Lui a d'ailleurs parlé d'une correspondance qu'il a entretenue avec une personne qui habite Grenade, en Espagne, qu'il n'a jamais rencontrée. Mais cet apothicaire a correspondu longuement avec ce médecin et a reçu des dessins de jardin en particulier, le fameux jardin de l'Alhambra. Et donc, Marguerite, ça l'a fait rêver. Marguerite a dit des choses impertinentes. Oh, toujours. Elle dit, mais comment se fait-il que le jardin de ce médecin musulman ressemble à la représentation du paradis, à la représentation du paradis que s'en font les chrétiens. Et le parrain lui dit... Non, tu ne dis pas ça parce que... Non, c'est pas le moment. Il y a des oreilles qui nous le répètent. On est à une époque où, justement, les chrétiens vont bouter les musulmans hors d'Espagne. Oui, après quand même avoir encaissé la chute de Constantinople en 1453. Voilà. Donc, le Turc, la peur du Turc, la peur de l'islam est omniprésente et très très forte. Et la reconquête de l'Espagne... La chute de Grenade vient un peu comme un baume sur cette blessure de Constantinople. D'où le fait que les Maures sont les ennemis. Les ennemis complets. Et il s'avère qu'un jour, en arrivant à l'apothicarie, elle rencontre Giovanni. Giovanni, oui. Mais Giovanni n'est pas italien. Giovanni n'est pas Giovanni. Enfin, pas vraiment. Pas vraiment. À moitié. Un petit peu, mais pas tout à fait. Il est surtout maure. Il est mort, oui. Et il apporte... dans ses bagages, des dessins, des aquarelles. Et ça va être le début d'une idylle, on peut le dire. Alors ce Giovanni Daoud est le fils de ce médecin. Le fameux fils. Et le fils de ce médecin avec lequel le parrain de Marguerite, apothicaire, était en relation épistolaire pendant un temps. Et on découvre que la période historique est encore plus chargée parce que c'est l'époque où Christophe Colomb s'acharne à partir découvrir l'Amérique. Et Daoud fuit Grenade et ce merveilleux jardin parce qu'il a peur de la pression qui s'exerce contre les musulmans. Oui, elle s'exerce déjà contre les juifs. Les musulmans semblent être un petit peu mieux lotis, mais il pressent qu'il sera, qu'on les chassera. Et il ne veut pas être chassé de chez lui. Non. Et donc il préfère partir avant de l'être. Et il emporte chez lui, avec cette très belle aquarelle des jardins. Et Marguerite, qui est sensible à la couleur, va découvrir un paysage extraordinaire qu'elle avait déjà entreaperçu. Va s'en suivre une idylle qui va conditionner la suite du livre. Marguerite est veuve, Daoud va rester comme apprenti du parrain apothicaire. Il attend un message de Christophe Colomb.
on ne va pas dévoiler ce qui va s'en suivre non plus, parce que c'est important de garder un petit peu de suspense. Moi, je voulais, peut-être pour terminer cet entretien que Anne de la Flotte-Médévy vient de nous accorder avec une grande générosité, je voulais aborder, pour conclure, ce talent que vous avez dans l'écriture de traduire les époques, de faire sentir, écouter, respirer ces époques. Que dans tous les livres, il y a cette dimension sensuelle qui est vraiment très présente. Créer des personnages qui peuvent être un peu antipathiques comme la maman de Marguerite, mais juste ce qu'il faut pour qu'on se mette en colère. Mais voilà, des personnages attachants qui vont nous accompagner longtemps. Alors, il y a une dimension aussi dans ce travail, c'est la dimension de recherche, de documentation. Ça doit prendre un temps fou de se documenter comme ça pour... Slavek, c'était 3 ans pleins, Oui. entre la partie recherche, écriture. Oui, mais c'est mon plaisir. Voilà. Moi, je pars j'ai un sujet qu'il m'importe de traiter. Et je m'en donne les moyens. Moi, j'apprends des tas de choses en chemin. Oui. Ça, c'est pour répondre à des questions. Je me lance dans une affaire ou pour rendre hommage, comme je disais avec Slavek, pour domestiquer l'histoire tchèque. Grand sujet. Après, il faut que je trouve un personnage, une voix, quelque chose. Voilà, c'est un long chemin, oui, à chaque fois. Alors ce soir, hier soir, vous avez rencontré des lecteurs. Ce soir, à nouveau. Est-ce que ces lecteurs, des fois, vous apportent quelque chose? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est compliqué? Ça peut même faire l'effet d'une séance chez le psy, parce que l'autre jour, j'ai rencontré des lecteurs qui me font remarquer que Slavek est éclairagiste et que je passe de Prague à une affaire de couleur, donc toujours une affaire de lumière. La lumière. Et ça m'a choquée parce que je n'y avais absolument pas pensé. Voilà. Oui, donc oui, on apprend des choses. On apprend des choses. Auprès des lecteurs, on apprend des choses. Et puis alors moi, je vais vous faire un immense merci pour ce moment formidable que je viens de passer à vous écouter. Et puis, on va continuer à vous attendre dans vos prochains romans. Et merci pour tous beaucoup. ceux qui n'auront pas lu les précédents, il faut qu'ils se précipitent chez leur libraire. Bonne idée. Merci. Merci Hélène. Merci beaucoup. Merci.